directives qui vont ensuite s'appliquer. Leïla ne se décourage pas, parce que la métisse, elle connaît. Et elle réussit à dénicher, avec l'aide d'une juriste communiste, une petite faille dans les textes qui permet quand même à un député européen de rédiger une directive. Elle va l'appeler une directive fantôme. Donc elle fait un boulot avec son équipe, elle rédige une directive, 95 pages, exactement dans les formes, vous pouvez la trouver sur Internet. Maintenant, il fallait réussir à ce que cette directive, elle la transmette à son commissaire Schmitt, pour qu'il se l'approprie. Comment faire? C'est un jeu de chat et de souris. L'équipe très déterminée de Leïla l'emportera grâce à quelqu'un déguisé en Pikachu. Alors ici, il y a des gens un petit peu plus vieux que 40 ans. Ceux qui connaissent Pikachu, ça va. Mais en fait, Pikachu, c'est un cheval de Troie. Voilà, vous voyez un peu la ruse. Novembre 2021, la Commission se prononce en faveur de la présomption de salariat pour les travailleurs des plateformes. Donc, quand la Commission se prononce en faveur, le texte va être retravaillé, repassé devant les députés, etc. Donc, le gouvernement français, et Macron en premier, va lutter pour détricoter, essayer de faire investir tous les lobbyistes aussi pour Uber, les autres, c'est les petits, pour lutter contre cette présomption. Et ça va être un combat de plusieurs années, puisque c'est fin décembre 2023 que je voulais vous lire l'issue qui est dans le bouquin que j'ai cherché. Je spoil, mais bon, vous saviez tous, donc... Voilà, il y a 4 ans, quelle était la situation? Une directive Uber qui institutionnaliserait leurs pratiques semblait acquise. Aujourd'hui, la Commission, le Parlement et le Conseil ont reconnu que pour des millions de travailleurs, la loi de la jungle ne peut plus servir de référentiel et ils légifèrent pour leur offrir des droits. Donc, j'aurais pu. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'elle écrit. Voilà, donc je voulais vous raconter cette victoire parce que vous pourrez la lire vous-même. Vous ne la trouverez pas sur la table de presse. Sur la table de presse, vous trouverez les livres d'Alexis Corbière. Il y en a plein, ils sont bien intéressants. Mais à l'occasion, vous pourrez aussi acheter celui-là qui permet de voir concrètement comment on peut agir. Maintenant, je vais laisser la place et la parole à Marie, qui est 17e candidate sur la liste. Et Marie qui a plein de propositions pour nos jeunes, plein d'autres propositions que d'en faire ou de la chair à canon ou de la chair à produire. Merci. Bon, je suis ravie d'être là. C'était au début pas prévu. Et puis il y a eu l'invitation de Marielle. Et du coup, ça permet de se rencontrer alors qu'on n'est pas trop loin. En fait, on est bretons et voisins de frontières départementales. Bien que Marielle, je l'ai rencontrée à Paris lors de la convention avec joie. Et que Muriel également, je l'ai rencontrée à Paris lors d'une manifestation, je voulais vous le dire. Manifestation, on est en tête de cortège, bousculée et même très fortement chahutée. Et elle m'a un peu sauvé la mise puisqu'on était en pleine discussion. Et elle m'a dit, colle-toi à moi, ils peuvent rien me faire parce que j'ai mon écharpe. Et du coup, moi et une autre jeune femme, avec elle, on a été vraiment mises en protection grâce à Muriel à ce moment-là. Et donc on s'est rencontrés à Paris. J'étais obligée de le dire sur ta terre. Bon, je suis très contente d'être là. Si je suis là, du coup, devant vous, c'est parce que je suis 17e de liste. Donc, si on compte en fonction de la Bretagne, je suis la première de Bretagne. Mais je ne suis pas la seule de Bretagne, puisqu'il y a Marielle. Et aussi Pierre-Yves Cadalin, qui est du Finistère, comme moi. Et 2 candidats d'Ille-et-Vilaine, Valérie Robert et Maxime Bergonzo. Donc, pour moi, cette liste-là, c'est une fierté, puisque c'est une liste de combattants et de combattantes des luttes écologiques, sociales, démocratiques, de droits, féministes, contre les discriminations. Enfin, on peut faire, la liste est très très longue, autant que le nombre de candidats, voire davantage. C'est une liste d'union aussi, comme les filles l'ont répété avant moi,
puisqu'en dehors, on a des personnalités qui sont engagées par leur combat à elles. On a une personne qui a par exemple lancé des rencontres annuelles, des lanceurs d'alerte. On a Anthony Smith dont on a parlé, on a Rima Hassan, on en a beaucoup, je ne vais pas tous les citer, et on a aussi des personnes qui représentent leur mouvement ou parti politique et qui ont décidé par-delà toutes les divisions de dire qu'en fait la force aujourd'hui elle est au sein de la liste de l'Union populaire et que c'est le programme de la France Insoumise qui va l'emporter. Il n'y a pas que le... Les médias veulent nous faire croire aujourd'hui qu'il n'y a que le jeu Macron-Le Pen. C'est faux. Nous sommes là, nous sommes très forts. Vous avez vu la beauté de nos affiches, la force de la convention qui a eu lieu le 16 mars, le fait qu'on soit réunis aussi entre militants et surtout nous sommes les seuls sur le terrain, porte à porte, marcher, en dehors de quand les journalistes nous suivent pour faire les campagnes. Nous, on est tout le temps sur le terrain et même en dehors des phases d'élection électorale. Et c'est ça aussi notre force, à nous, les insoumis et les insoumises. Donc moi, je suis très contente d'être dans cette liste parce que le fil conducteur de ma vie, c'est l'engagement. Je peux vous le dire sur 2 aspects au moins, professionnels, puisque je suis éducatrice spécialisée, travailleuse sociale comme Marielle, et j'ai fait ma formation d'ailleurs à Saint-Brieuc, donc 3 ans ici, donc je connais bien les alentours, ça me rappelle beaucoup de souvenirs d'être là. Et puis ensuite, aujourd'hui, je passe quelques phases de ma vie, mais je suis en doctorat de sociologie au conseil départemental du Finistère, sur la question des jeunes en rupture multiple. Et c'est passionnant et ça traite énormément de vulnérabilité familiale, sociale, d'accès aux droits. Et donc, voilà, très engagée aussi professionnellement et personnellement dans le syndicalisme. Donc, j'ai créé un syndicat à Brest il y a quelques années maintenant et aussi un syndicat national qui est devenu, donc j'étais secrétaire nationale 3 ans, c'est devenu le premier syndicat étudiant de gauche parce qu'il a coordonné, fédéré, monté des luttes sociales, animé la lutte étudiante. Il y a quelques syndicalistes qui m'accompagnent de Brest et qui étaient contents de vous rencontrer aussi ici. Donc voilà, c'est aussi grâce à eux toutes les luttes étudiantes. Donc je ne peux pas rester passive face à la situation sociale dans laquelle on est. Moi j'ai beaucoup vu, vécu et accompagné les luttes contre l'injustice qui sont insupportables pour moi. Donc on va s'inscrire tous et toutes dans la lutte. Au sein de syndicats comme de la France Insoumise. D'ailleurs, on en discutait tout à l'heure, mais la France Insoumise a cette force, la même que les syndicats. Ces 3 gros engagements qu'on m'a appris, moi, quand j'étais syndicaliste, c'est d'informer, de défendre et d'organiser la solidarité. À la France Insoumise, nous informons, nous défendons les droits et nous organisons également la solidarité. Et ça, il n'y a que nous aussi, comme parti politique, à le faire. Informer et donner beaucoup de chiffres parce que les chiffres ne trompent pas. Donc pour situer la question de la jeunesse aujourd'hui, en Europe d'abord, comme ça on part du gros et on arrive local. Il y a 1/4 des jeunes européens qui tombent dans la pauvreté. 1/3 des Français et des Françaises qui sautent un repas. Alors je vous laisse imaginer pour les étudiants et les étudiantes. Un étudiant sur 2 qui est salarié, c'est la première raison d'échec en licence. Et pourtant, même s'ils sont salariés, qu'ils ont du coup un revenu, 50% des bénéficiaires des Restos du Cœur ont moins de 25 ans en France en 2023. Cet hiver, beaucoup d'étudiants ont dû choisir entre se chauffer et se nourrir quand ils avaient la chance d'avoir un logement, puisque 36% des sans-abri en France ont moins de 25 ans. Dans les 3 dernières années, en parallèle de ces chiffres, la fortune des plus riches a augmenté de 230 milliards d'euros. C'est impossible pour moi de situer 230 milliards d'euros, total 18,4 milliards de bénéfices l'année dernière. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un milliard. Pour un peu le rendre matériel et concret, c'est 10,8 millions de SMIC. Les étudiants, nous sommes 293 millions inscrits dans l'enseignement supérieur à la rentrée 2023. 10,8 millions de SMIC, ça fait pas mal à se partager entre étudiants pour l'allocation d'autonomie. D'ailleurs, nous portons la France Insoumise l'allocation d'autonomie également à l'échelle européenne, au seuil de pauvreté des pays européens. Sur les 3 dernières années, pendant que les riches ont augmenté de 230 milliards d'euros leurs revenus, il y a 535 000 personnes en France qui tombaient dans la pauvreté. Donc c'est indigne, la situation s'enlise, elle est insupportable, il y a une absence totale de protection sociale pour la jeunesse. Et tout ça, en parallèle d'ailleurs de l'absence totale de protection sociale pour la jeunesse, on nous parle des bourses, mais ça éjecte 3/4 des étudiants et des étudiantes de ce système de protection. Et sinon, le RSA, c'est à partir
de 25 ans. Je vais appuyer parce qu'on me fait signe que j'ai déjà utilisé beaucoup de temps. Bon, la question centrale de ce sujet-là, dans ce que je viens de vous présenter, la question de la jeunesse, j'aurais pu parler d'un autre public, et la question des riches, c'est la répartition des richesses. Les riches s'empiffrent, les pauvres et les jeunes, eux, s'enlisent dans la pauvreté. C'est un sujet éminemment européen, parce qu'il y a justement la règle des 3% dont Marielle a parlé tout à l'heure. La règle des 3%, elle a été décidée en 97, j'avais 3 ans. Depuis, la société a beaucoup évolué. Par contre, la règle n'a jamais été revue. Elle n'a aucune existence et légitimité économique, tout le monde le dit, mais pourtant, on a maintenu la règle des 3%. Ça aurait pu être 6, ça aurait pu être 8, ça aurait pu être 4. Cette règle des 3%, elle oblige la baisse des dépenses publiques et forcément la casse du service public et des conquis sociaux. Elle encourage les privatisations, la mise en concurrence, et donc elle affaiblit les systèmes de protection sociale. Et on l'a bien vu pendant la réforme des retraites l'année dernière, ça c'est la règle des 3%. Aujourd'hui on nous parle de la réforme du chômage, j'en parlerai tout à l'heure. Il y a aussi le nombre d'écoles qui ferment. Ici vous êtes touchés, dans le Finistère c'est 67 écoles également. Et les hôpitaux, on n'en parle pas. Enfin, Muriel en parle très bien par ailleurs. Donc, cette règle des 3%, elle empêche également toute forme de politique écologique alors qu'il arrive l'heure de la survie de la planète et donc forcément de l'humanité. D'ailleurs, une jeunesse qui a accès à l'enseignement supérieur, aujourd'hui on appelle ça massifié, mais qui y réussit, c'est-à-dire démocratiser l'enseignement supérieur, c'est une jeunesse aussi qui réinvestit toutes les compétences qu'elle a apprises, son esprit critique au service de la société et aussi de la nécessaire planification écologique. Donc moi je me bats pour ça, pour l'enseignement supérieur et la recherche libre et accessible à tous et toutes, pour répondre à ces grands enjeux de la société aujourd'hui, enjeux démocratiques, sociaux, écologiques et, j'ai oublié un, écologique et économique. En réponse à ça, Bruno Le Maire, lui, c'est 20 milliards d'euros de plan d'austérité. Et il propose, enfin je dis Le Maire, mais c'est le trinôme, hein, Le Maire, Attal, Macron. Il propose de faire où son plan d'austérité? L'éducation, je viens d'en parler. La recherche, alors qu'on a besoin de recherche pour la question de la planification écologique, mais aussi pour la santé, etc. Donc le troisième, justement, la santé. Et le dernier, l'écologie. Les 4, si ce n'est pas les 4 sujets d'avenir, je ne sais pas ce que c'est. Donc voilà, ils visent totalement sur notre avenir. Ils n'ont rien compris. Pourquoi? Enfin si, je pense. Mais pourquoi surtout? Parce qu'ils sont totalement compromis. Compromis aux intérêts des plus riches. Attal vient d'annoncer une nouvelle réforme de l'assurance chômage. C'est la 4e, si elle a lieu. Il y a eu 2019, la baisse de la durée de l'augmentation de la durée de cotisation, on passe de 4 à 6 mois. Les jeunes, les premiers impactés. Il y a eu 2021, la baisse de la rémunération de l'indemnité de l'ARE. Moyenne, 14%. Pour les jeunes, c'est 24% de baisse. 2023, la durée de l'indemnisation baisse de 25%. On n'a même pas le temps de voir le coût de cette réforme-là qu'on est déjà dans une nouvelle réforme. Le projet aujourd'hui, c'est de repasser vers entre 14 et 12 mois d'indemnisation. C'est moins 20%. Et les bénéfices de ça, c'est 3 milliards d'euros. Sauf que les 5,5% de déficit, c'est 15,8 milliards d'euros. Donc on est loin, en fait, de ces 5,5% de déficit. Il y a aussi le recul de l'éligibilité des seniors de 2 ans, comme la retraite en fait. Donc ils seront ni en emploi, ni en retraite. Mais ils seront où alors? Dans la précarité, dans le RSA. Et pourtant l'adresse nous dit, c'est 32 000 fins de droit si la réforme passe. 32 000 fins de droit pour 2 000 reprises d'activité espérées. La baisse des chiffres du chômage, c'est un gros mensonge parce que c'est des CDD de 2 mois qui s'arrêtent. Que des CDD de reprise et d'arrêt, ou alors l'augmentation de l'intérim. Ces chiffres de chômage, ils cachent l'augmentation du allo chômage qui passe de 2008 de 3,8 millions de chômeurs inscrits à 5,4 millions. Et 2008, 70% des chômeurs inscrits qui avaient une indemnité, aujourd'hui on en est à 50%. Alors on augmente les stocks et on indemnise moins. C'est une société uberisée, je ne vais pas y revenir parce que Marielle l'a très très bien présenté, qui sont en train de nous monter. C'est une société où le précariat dicte la vie des gens, où la question c'est la survie à la fin du mois. Du coup, ce sont des travailleurs et des travailleuses corvéables à merci, qui ne vont pas aller dans la rue pour se défendre. C'est la casse totale des conventions collectives du Code du travail. C'est une honte. Et Esther Duflo, c'est pas moi qui le dis, Esther Duflo, prix Nobel de la paix économiste prix Nobel de l'économie en 2019, disait « Les systèmes de protection sociale très généreux et inconditionnels ne découragent pas les gens à aller travailler. » Donc, la réforme
de France Travail, c'est 5 milliards d'économies max. Taxer les super profits hyper conditionnés à des grandes multinationales, c'est 15 milliards d'euros de bénéfices. Donc c'est les 5,5% d'inflation qu'on a là. L'ISF, c'est 5 à 10 milliards aussi d'économies. Donc c'est mathématique. La question, c'est que, à mon avis, il refuse aujourd'hui de calculer. D'ailleurs, Bruno Le Maire dit qu'il ne sait plus ce que c'est des super profits. À l'époque où il était ministre de l'Agriculture, il ne savait pas ce que représentait un hectare. Donc voilà, c'est pas étonnant. J'aurais pu vous parler de plein de sujets. J'aurais pu vous parler de plein de sujets qui touchent le quotidien des Français, des Françaises et qui est en lien avec l'Europe. Le fret ferroviaire, où la SNCF va céder carrément des voies. Les prix de l'électricité, qui sont sur la spéculation internationale. La condition salariale, on l'a vu avec les conditions des travailleurs des plateformes. Les droits de la société civile. Manon Aubry vient de faire voter un texte là-dessus. Les traités de libre-échange, on n'aura pas le temps d'y venir parce que je vais raccourcir. Et enfin, la paix. La paix que nous sommes les seuls à crier haut et fort et depuis le début. Donc voilà, le quotidien, il est plein d'Europe, mais l'intérêt de l'Union européenne, c'est que nous ne le voyons pas. Que nous nous disions, bon, on est pris dans notre quotidien. Et l'Europe, c'est très loin de nous. En fait, non, c'est tous les jours, au quotidien. Ils nous parlent d'Europe sociale, mais aujourd'hui, on est dans l'Europe du dumping social. Et nous allons nous battre contre ça. La NUPES, c'était l'espoir véritable d'une alternative. Elle a fédéré beaucoup de gens. Et moi, je suis fière de porter ces couleurs aujourd'hui, avec des candidats de lutte de partout en France, de lutte locale, internationale même. Et donc, je vais aller me battre contre Macron, contre l'extrême droite, maintenant, demain, après-demain, jusqu'au 9 juin, avec vous. Parce que Macron, il ne sert qu'à renforcer l'extrême droite. En fait, l'extrême droite le sert à se maintenir au pouvoir. Il a maltraité les travailleurs et les travailleuses. Il a maltraité la démocratie à coups de 49-3, on ne peut même plus les compter. Il a des discours anti-chômeurs, anti-chômeuses, anti-immigration, anti-écologiques, et en fait, il y en a marre. Tout le monde le voit, même Bayrou le voit que là, c'en est trop. La protection des plus riches, même Bayrou dit, la semaine dernière, on est passé du quoi qu'il en coûte à des mesures jamais égalées depuis 30 ans. C'est pas notre camp politique qui dit ça, même chez eux, c'est en train de péter. Même Yael Braun-Pivet est en train de dire, non mais là, il faut arrêter, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Donc moi, je vais me battre contre Macron avec vous et on va faire en sorte, parce que chez nous est la force, que l'Union européenne soit abondée de députés de combat issus de toutes ces luttes-là, qui savent ce que c'est la galère, qui savent ce que c'est l'injustice. La vraie conscience des enjeux socio-démocratiques, écologiques, politiques, c'est au sein de la France insoumise. C'est au sein de cette belle liste d'union populaire. La politique, c'est organiser la vie de la société. C'est aussi améliorer le quotidien de nos concitoyens et nos concitoyennes par l'action publique. Ils l'ont oublié ou jamais pensé parce qu'ils pensent à leurs petits intérêts avant tout. Mais nous sommes remplis de ça. C'est dans notre ADN militant. Nous sommes tous des combattants et des combattantes du collectif. Moi, c'est pour ça que je le fais et que je pars dans cette belle aventure aux côtés de super personnes comme Marielle. Et je veux terminer juste cette phrase en vous rappelant une phrase de Mathilde Panot en janvier 2023. Quand on nous disait à nous, les pauvres insoumis qui étions des gros gauchistes et qui voulions tout casser, qu'en fait l'argent n'était pas magique, Mathilde Panot leur a répondu, en effet, l'argent n'est pas magique, il est juste à aller chercher dans les bonnes poches. Et c'est ce que nous allons faire. Et l'introduction de notre député sur les questions du service public sur un autre aspect, Alexis Corbière. Merci à vous. Merci beaucoup, merci déjà aux organisateurs. Cette soirée a été organisée, vous le savez, s'il est de bon ton de rappeler chaque fois les noms de ceux qui l'ont fait, je pense à Georges, Yvette, puis je vais en oublier d'autres, Gilda qui a présenté, c'est que c'est une action militante. Nous sommes là dans une soirée électorale, une soirée politique. Et pour cela, il faut un engagement, ça a été pointé. Donc je veux les saluer et derrière ça, dire que c'est le sel évidemment de toute activité politique. Puis merci à Marie, Marielle pour leur détermination, leur combativité. Les propos étaient assez denses, clairs. Et puis aussi à toi Muriel, avec lequel j'ai le plaisir, depuis 2022 particulièrement, d'essayer de tenir la tranchée à l'Assemblée nationale, malgré toutes les difficultés. Bon les amis, on est là pour une réunion, vous l'avez compris, qui s'inscrit dans ce cycle politique qui nous amène jusqu'au 9 juin, c'est-à-dire le vote aux élections européennes. Le pays va voter.
Et il est important que ce soit déjà la réalité du corps électoral qui se déplace. 46 millions d'électeurs. Quand le corps est amputé, par le fait que peut-être près de la moitié ne viendront pas voter, il y a un problème de fond que nous ne banalisons pas. Je le dis, ça a été dit, répété, on peut s'inscrire jusqu'au 3 mai. Ce n'est pas secondaire. Il y a un problème d'inscription, des fois, et puis un problème aussi de mauvaise inscription. On est inscrit, mais étant rappelé que, notamment chez les jeunes, on ne vote plus sur la commune où on est. Donc ce travail doit être fait. Il doit être fait pour que le souverain qui s'exprime ne soit pas un souverain amputé, déformé, mais bel et bien représentatif de la volonté générale. Car nous savons aussi que souvent les comportements électoraux sont évidemment différents selon les milieux sociaux, sociologiques auxquels nos concitoyens appartiennent. Pour le faire vulgairement, plus on est pauvre, moins on vote. Je lisais Thomas Piketty il y a quelque temps qui nous racontait, j'ai été surpris, que longtemps ce fut l'inverse. Les milieux populaires votaient plus que la grande bourgeoisie ou les plus riches qui pensaient que finalement, ça n'était pas dans les élections que leurs avantages se jouaient. Eh bien, désormais, on a une inversion qui est à questionner. Donc, nous appelons à voter. Pour qui vous voulez, finalement. Mais exprimez-vous. Faites de cette affaire un enjeu. Il y a beaucoup, évidemment, de questions qui traversent cette élection. À savoir la nature de l'Union européenne. Je vais en dire deux mots, ça a été pointé. Le programme que nous portons. La volonté, clairement, de dire qu'il ne s'agit pas de savoir si nous ne sommes pas internationalistes. Vous l'êtes si vous êtes venus ce soir. Les Français, évidemment, savent depuis toujours qu'il faut des échanges avec nos voisins, des échanges commerciaux. Personne n'imagine ici que ce que nous souhaitons est un modèle économique, voire même anthropologique, où nous n'avons aucune relation avec les autres. Mais la critique que nous portons est celle de dire qu'il ne s'agit pas de débattre sommes-nous pour ou contre l'Europe, mais de discuter de cette Union européenne et de la manière dont elle a évolué, et de la manière dont elle s'organise, notamment dans toute série de traités, de règles. Comme souvent je vois des arguments, des traités de libre-échange, et on dit alors on va arrêter d'échanger. Non, on ne va pas arrêter d'échanger, mais les traités de libre-échange sont d'une nature particulière. Non pas qu'ils autorisent des échanges qui n'auraient jamais lieu avec d'autres pays, mais ils lèvent toute barrière douanière, toute tarification, toute une série de règles qui permettaient jusque-là, lorsqu'un produit était fabriqué dans des conditions écologiques, des conditions sociales, qui n'étaient pas satisfaisantes, eh bien nous disions, dans la mesure où chez nous, nous avons, notamment sous la pression d'une classe ouvrière, d'une population, des acquis sociaux, une certaine tarification de l'heure du travail, des règles écologiques, nous pensons que puisque vous ne fabriquez pas les produits dans les mêmes conditions, eh bien, nous fixons toute une série de bonnes, quand même nous interdisons. Bref, je rappelle là des banalités, mais que l'on sorte de cette discussion sur ce dont nous sommes en train de parler. Alors, il y a dans ce cadre-là, parmi les enjeux, bien sûr, la question du moment particulier sur la guerre. Les camarades qui sont exprimés avant moi l'ont dit. C'est une menace, j'imagine, pour les plus anciens, qui est assez sidérante. Imaginez que la guerre est revenue sur le sol européen quasiment. J'en dirai pas plus parce que je crois que les paroles fortes, notamment à l'occasion de la convention qui a été donnée par les uns et les autres, de nos principaux porte-paroles sont claires. Nous sommes du côté du peuple ukrainien, cela va de soi, il y a un agresseur, il s'appelle Vladimir Poutine. Nous apportons une solidarité et une aide matérielle au peuple ukrainien, mais nous pensons que dans ces temps difficiles, il s'agit d'avoir une parole qui permet d'apporter une aide au peuple ukrainien afin que son territoire ne soit pas dépecé par la puissance russe et de ne pas rentrer non plus dans une mécanique qui amènerait à ce que l'ensemble de l'Europe, et en particulier la France, soit emporté dans une guerre. Ça nécessite donc, par moments, le président de la République nous a dit qu'il utilisait une ambiguïté, disait-il, de langage, que l'ambiguïté de langage et l'ambiguïté stratégique qu'il utilisait peut amener parfois à ce qu'il vaut mieux se taire plutôt que trop parler. C'est parfois plus efficace, à mon avis, et plus menaçant vis-à-vis de Poutine que de s'exprimer pour faire de la politique intérieure et amener à ce que finalement toute une série, je pense notamment à la chancellerie allemande, prenne la parole quasiment dans l'heure qui suit pour dire « nous, on ne fera pas la même chose que la France ». Ça ne sert à rien, et voire même ça renforce Vladimir Poutine en disant que finalement, M. Macron fait de la politique intérieure. Bon, vous connaissez notre message, la paix. Mais il y a une autre question qui vient percuter le moment dans lequel cette délibération collective qui est une élection se déroule, afin de modifier évidemment votre opinion. Hein, j'insiste, à l'heure actuelle, notamment dans ce que fait Emmanuel Macron sur la guerre, il fait de la politique intérieure.
Il confond campagne électorale et campagne militaire, et ça n'est pas bien. De la même façon que dans l'échéance électorale dans laquelle nous sommes, ils utilisent la menace et la pression de la dette pour faire peur et pour imprimer un certain type de politique. La dette, qu'est-ce que c'est? Vous l'avez entendu, désormais, ce serait la grande menace. Toutes les matinales viennent vous dire on a trop dépensé ces dernières années, un petit peu comme la cigale qui aurait un petit peu trop joué quelque temps, et on vient vous dire il est temps désormais de redevenir sérieux. Alors vous vous dites, en plus on vous dit souvent, enfin quand vous êtes endetté, vous voyez bien, il faut être raisonnable. Vous regardez, vous dites c'est vrai que moi, quand je vais voir mon banquier, si je m'endette trop, non, il me dit on arrête. Mais vous avez bien compris qu'en réalité, ce raisonnement est totalement faux. Pour le moment, la dette, c'est quoi? La dette, disons-le clairement, elle a été creusée. Notamment par quoi? Par en particulier les politiques d'Emmanuel Macron, qui a fait tripler la dette. Qu'est-ce que c'est? Comment on est arrivé à une situation de dette? Parce que progressivement, il y a eu moins de recettes dans les caisses de l'État. Comment y a-t-il eu moins de recettes? Quand on vient vous dire régulièrement qu'on fait des CICE, des crédits d'impôt pour dynamiser, pour amener du ruissellement, de quoi il s'agit concrètement? C'est qu'il y a eu moins de recettes dans les caisses de l'État, parce qu'on a dit notamment à toute une série d'entreprises, sans que ce soit conditionné, par exemple socialement, sans que ce soit conditionné écologiquement, qu'ils paieraient moins de cotisations, moins d'impôts, parce que c'était censé dynamiser l'outil économique, et tout ça, au bout d'un moment, a des conséquences. Quand vous avez le taux d'imposition des entreprises qui est passé de 33% à 25%, sur ces 8% qui ont été perdus depuis la politique d'Emmanuel Macron depuis 2017, c'est près déjà de 11 milliards de recettes en moins dans les caisses de l'État. 11 milliards. C'est exactement ce sur quoi on va nous matraquer actuellement sur Bruno Le Maire. On pourrait continuer de la sorte. Chaque année, vous le savez, sur la totalité des aides qui sont apportées aux entreprises, c'est près de 200 milliards. Notamment 20 milliards du crédit d'impôt. C'est des sommes conséquentes. Et cela a-t-il eu un effet, un impact économique significatif? Non. Et c'est au nom de ces politiques qui amènent à ce que nous avons cette structure dans l'accumulation de la richesse très particulière dans le capitalisme français, qui amène à ce que désormais nous sommes un pays record, où il y a près de 140 milliards de profits qui ont été réalisés et 70 qui sont reversés en dividendes aux actionnaires. Là, on a une structure, vous avez bien compris que celui qui vous parle est plutôt anticapitaliste. Hein, et vous, sans doute, si vous venez partager cette soirée. Mais on pourrait même discuter d'une certaine, comment dirais-je, silhouette du capitalisme qui, à travers les siècles, n'a pas toujours été le même. Aujourd'hui, on a un modèle économique avec une situation d'accumulation de richesses, notamment par un capitalisme transfinancier, transnational, et avec des reversions de dividendes particulièrement importantes pour des actionnaires. Quand le gouvernement et M. Attal vient dire « je veux que le travail paye », oui, monsieur, on est plutôt d'accord. Mais par définition, ne manquez de respect à personne si vous avez des actions. Mais le dividende, c'est celui qui les perçoit n'a pas travaillé. Là, c'est vraiment des rémunérations sur celui qui ne travaille pas. Donc c'est l'inverse. Donc on devrait pouvoir s'intéresser à cette situation. On a donné de l'argent public, notamment, moi je suis pour aider les TPE, PME, c'est pas le sujet. La petite entreprise du coin, ça a été pointé, notamment on doit avoir une réflexion stratégique sur quel secteur économique on veut aider, et on peut considérer, y compris que l'aménagement du territoire passe par l'aide à des entreprises. Mais là, ce dont nous parlons, c'est toute une série de grands groupes qui bien souvent font des effets d'aubaine tels que je viens de le pointer. Donc la dette, elle a été construite, la dette c'est un objet politique qui a été construit justement pour créer une pression idéologique sur l'ensemble de nos concitoyens pour dire « fini la gabegie, vous êtes trop amusés maintenant, tour de vis ». Alors c'est ça le moment dans lequel l'élection se déroule. Vous dites « on est loin des élections européennes ». Non. Bruno Le Maire est arrivé il y a quelques jours, c'était il y a un mois maintenant, pour dire « il est temps de faire 10 milliards d'économies ». Dans notamment, l'État va donner l'exemple, 10 milliards d'économies pour l'année 2024, et il prévoit, vous vous rappelez Marie, 10 milliards supplémentaires pour l'année 2025, près de 20 milliards. Et là, il est assez clair, le Bruno. Il dit, nous faisons un seul choix, le rétablissement des finances publiques. Il doit nous ramener sous les 3% de déficit public en 2027, pour l'équilibre même, il va aller en 2032. Réduire les dépenses de l'État, je le cite, à hauteur de 10 milliards est la première étape. C'est au nom de ces critères de 3% de déficit qu'il est en train de faire cela. Alors, les 3% de déficit, ça a été dit. Je lisais, c'est un homme qui s'appelle Guy Abeille, qui était un conseiller à l'époque, dans les années 80-82. Ils ont décidé ça, donc c'était l'époque où le taux d'endettement de la France était à peu près autour de 3%, et dans une situation où la dette commençait un peu, ils voulaient
dans la construction européenne, trouvé un chiffre, et ils ont choisi le chiffre qui était le taux d'endettement de la France à ce moment-là, 3%. Ça correspondait. Mais lui-même, par la suite, a dit cette règle, je le cite, est dépourvue du moindre sens économique. Celui qui a inventé, qui a mis en place les critères de 3%, nous dit aujourd'hui que cette règle n'a aucun sens économique. 3, 4, 5, après tout, de quoi parlons-nous? Encore, je vais aller vite et je suis déjà trop long, mais c'est qu'un État, c'est pas un ménage. Il y a des politiques publiques d'investissement qui sont nécessaires par moment. Et l'État, il a aussi des actifs, beaucoup d'actifs. Le fait qu'il possède des bâtiments, ça ne peut pas être comparé avec un ménage. Donc son taux d'endettement ne peut pas être vu à l'échelle de la longueur d'une vie humaine. Un État, il est là pour 100 ans, 200 ans, il est là pour longtemps. Donc c'est absurde cette comparaison dans laquelle on vous met. Ces 3% n'ont aucun sens. Il y a un moment où s'il y a des transitions à faire, transition écologique, il faut investir dans certains secteurs. Parce que sur la durée, justement, ça rapportera. Donc ça ne fonctionne pas, vous comprenez, à hauteur, quand vous allez voir votre banquier qui vous dit « Écoutez, monsieur Corbière, vous prenez un taux sur 20 ans, parce que dans 20 ans, vous aurez 70 piges, donc là, il y a la pression, parce que je vais mourir. » Mais l'État ne fonctionne pas comme ça. Sans compter même qu'il y a des moments d'inflation où il peut y avoir quasiment des dettes qui sont effacées par ce système mécanique. Donc ne vous laissez pas impressionner. Mais si je fais le lien, c'est qu'au nom de ces règles européennes et ces 3%, 10 milliards de moins. Et le sujet dont je suis venu vous parler, c'est que concrètement, pour le ministère de l'Éducation nationale, c'est 692 millions de moins pour l'année prochaine. Alors là, il y a matière à venir vous déplacer aux prochaines élections. J'aurais pu faire le choix des politiques de santé, ils vont en prendre aussi, des politiques de culture, mais je veux qu'on parle école. Et si vous avez vos petits-enfants, vos enfants, à l'école, si vous êtes vous-même enseignant, vous ne pouvez pas laisser passer l'échéance du 9 juin en vous disant « ça parle Europe, je m'en fous », parce que ça va avoir des conséquences très concrètes. Muriel, tu viens de me rappeler, c'est quoi? 45 fermetures de classes prochainement pour le département. 692 millions d'euros, il y a un collectif qui s'appelle Nos Services Publics qui a fait le calcul de ce que ça représente, si je retrouve le chiffre, parce que je le trouve significatif déjà comme chiffres globaux, ça correspond à la fermeture de 436 écoles primaires, de 54 collèges. Et ça permettrait l'accompagnement de 14 000 gamins qui souffrent de handicap au sein de nos écoles. Ça, c'est concrètement la saignée que nous demande Bruno Le Maire. Si je suis venu vous voir aujourd'hui, ça m'a empêché, mais c'est pas grave, votre camarade y était, que j'accompagne une délégation de parlementaires qui était reçue par la ministre Belloubet en raison d'une mobilisation dans mon département, la Seine-Saint-Denis. Je vais vous en parler parce que ce département, qu'est-ce qu'il est, ce département de la Seine-Saint-Denis? Le département le plus jeune de France et le plus populaire. C'est là se concentre une jeunesse, alors certes brassée par les histoires de l'immigration française, c'est comme ça, mais aussi un lieu populaire, notamment où on travaille dur, et on a travaillé beaucoup au moment du Covid, où il fallait rester chez soi, mais ceux du 93, souvent, étaient ceux qui faisaient des tâches où ils ne restaient pas chez eux. Et bien dans ce département, il y a une mobilisation inédite. Je fais une parenthèse, vous savez, ce département dont on vous parle parfois, où paraît-il les gens seraient totalement islamisés, uniquement dans la recherche de construction de mosquées à tous les coins de rue. Eh bien la mobilisation qui a lieu actuellement en Seine-Saint-Denis, vous savez sur quoi elle est? Pour l'école, et pour l'école publique. Et quand je parle d'une mobilisation, c'est dans toute une série de villes. Dans toute une série de villes, c'est des mobilisations de 1000, 1200 personnes, de gens qui défilent dans la rue, banderole avec enseignants.